Édouard Philippe, qui suit les traces, j'allais dire, de Gabriel Attal hier soir. Gabriel Attal qui disait, franchement, je ne comprends pas les décisions d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, Édouard Philippe appelle à une présidentielle anticipée. Écoutez-le, c'était ce matin. Je ne suis pas du tout sur la ligne des Insoumis qui expliquent qu'il faut une destitution du président de la République. Je ne suis pas pour sa démission immédiate, brutale. Elle aurait un impact terrible. Elle interdirait une élection présidentielle qui se passe dans de bonnes conditions. Mais je crois qu'il doit prendre une initiative. Et il me semble qu'il s'honorerait si il proposait un nom de Premier ministre, il nommait un Premier ministre avec pour fonction d'exécuter les affaires courantes et de construire un budget, de faire adopter ce budget. Et qu'à l'issue, dès lors que ce budget est adopté, dès lors que la France est dotée d'un budget, et c'est indispensable, il annonce qu'il organise une élection présidentielle anticipée, c'est-à-dire qu'il part immédiatement après que le budget a été adopté. Alexandre Malafaye, ça serait vous qui auriez dit ça. J'aurais dit, voilà, c'est un patron de think tank qui dit... Ça. Là, on a un candidat qui est candidat depuis quoi, 4 ans ? Oui. Bon, est-ce que c'est crédible ? En tout cas, ce qui est crédible, c'est qu'on n'aura jamais vu un président de la République coûter aussi cher à notre pays sur l'autel de son ego. Ça, c'est la réalité à laquelle on est aujourd'hui confronté. Et quand Édouard Philippe trace ce scénario, il dit la seule chose qui devrait être aujourd'hui mise en œuvre par le président de la République. Je peux envisager qu'il démissionne, mais il ne le fera jamais. Tout le monde devrait le pousser à ça. Il est échec et mat politiquement. Il devrait tirer les leçons de ses échecs successifs sur un plan électoral et du fait qu'il est rejeté par les Français. Il ne le fait pas. Et il ne le fait pas en tordant les institutions, non pas l'esprit, mais en tordant les institutions pour se préserver jusqu'à la fin. Donc si, en effet, il décide de faire une dissolution dans quelques semaines, ça le met à l'abri de tout renversement avant les présidentielles. Le jeu ne permettra plus de le faire. Donc il s'achète un temps qui lui permettra de garantir qu'il restera jusqu'à la mai 2027, ce qui veut dire que ce pays, même si un gouvernement sort des urnes, il n'y aura pas de majorité absolue, ce sera très difficile, on va perdre, je le redis, on va perdre 2 ans. Pourquoi on va perdre 2 ans ? Parce que le budget 2026 sera un budget de petite marge de manœuvre, de compromis, qui ne fera pas grand-chose. Et puis surtout, on va pas tailler dans le dur. Non, puis surtout, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de cap, il n'y a pas de stratégie. C'est ça qui est le pire. Qu'à la limite, un budget, on peut s'en accommoder, mais aujourd'hui, tous les textes sont bloqués. Vous prenez sur l'industrialisation du pays, c'est un champ de, non pas de ruine, mais c'est un champ de friche. Vous prenez les grands enjeux liés au numérique, au cyber, à la sécurité. On est dans le même état. Vous prenez les grands enjeux liés à la sécurité. On peut en parler. La cybersécurité, le narcotrafic, les problématiques migratoires. On ne les traite pas. On ne les traitera pas jusqu'à septembre 2027, le temps qu'une nouvelle assemblée, en espérant qu'elle soit à peu près alignée avec le gouvernement, puisse faire le job. Donc c'est dramatique. La seule bonne solution, en effet, Édouard Philippe a raison, c'est rare que je sois avec lui, c'est de dire, voilà, le président devrait tirer toutes les bonnes leçons de ce qui se passe et démissionner maintenant. Alors, il peut éventuellement le faire juste après la dissolution, mais ça n'aura pas de sens, puisqu'il faudrait le faire avant pour qu'il y ait un enchaînement logique pour dire je démissionne, il y a un président et derrière il y a une assemblée qui essaie de s'aligner. Ne le fasse point. Jean-Claude. C'est pas dans sa nature, semble-t-il. C'est vrai qu'il nous a toujours désarçonnés, toujours surpris par des décisions qui ont souvent été à contre-courant. Il manquait peut-être, ou alors ça m'a échappé, quelque chose dans le discours d'Édouard Philippe ce matin. C'est l'intérêt supérieur du pays. Il ne s'agirait pas de faire pression sur le président pour dire partez, comme la France Insoumise l'a fait, et d'autres le font ou le feront. Mais est-ce que ça pourrait pas être, de la part du président lui-même, le constat que notamment le deuxième quinquennat, mais pas seulement, hélas, est une erreur tragique, que le bilan de sa gestion est calamiteux, que l'État est dans un état dramatique, et que dans l'intérêt supérieur du pays, il décide de fixer la présidentielle à une date antérieure à celle de 2027. Je rêve sans doute. Les débats vont reprendre dans quelques instants. Je vous signale que Sonia Mabrouk vous attend bien sûr dans Europe 1 Matin pour la grande interview chaque matin à 8h10. Demain, Philippe de Villiers, ancien ministre, écrivain, auteur de Populicide. C'est le dernier livre à lire absolument aux éditions Fayard. A tout de suite pour le rappel de titres de l'actualité. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Dernière partie d'Europe 1 Soir avec Jean-Claude Dacier et avec Alexandre Malafaye. Et puis dans tout ça, parce qu'il y a toujours un psychodrame dans le psychodrame, c'est l'affaire Bruno Le Maire. Alors Bruno Le Maire, il a pris la parole chez nos confrères de Brut
Et il y a eu d'abord le fameux mais si je suis un problème, je me casse. On écoute. Donc quand je vois que je suis le problème, j'appelle le Premier ministre et je lui dis je me casse, pas de problème. Et j'appelle le président de la République et je lui dis je me casse, pas de problème. C'est pas moi le sujet. Moi, ce qui compte pour moi, c'est que ça marche, c'est que le gouvernement soit en ordre de marche, c'est que nos institutions fonctionnent. Et si je suis un grain de poussière dans ces institutions, le grain de poussière va se retirer. Je ne veux pas être un problème pour les Français. J'ai consacré toute ma vie à m'engager pour les Français. C'est pas pour devenir tout d'un coup un problème alors que je suis venu avec les meilleures intentions du monde pour dire je vais servir et je vais remplir une mission. Bruno Le Maire qui a également raconté l'histoire d'un coup de fil raté avec Bruno Retailleau. Il essaye de joindre Bruno Retailleau. Je dis quand même aucun sujet. Moi j'ai d'excellentes relations avec Bruno Retailleau depuis des années. Il n'y a pas de difficulté. Je l'appelle une fois, il répond pas. J'appelle une deuxième fois, il répond toujours pas. J'envoie un texto, pas de réponse. Je lui dis au grand mot les grands remèdes. Donc je prends mon téléphone, je regarde sur Google et je trouve le numéro du ministère de l'Intérieur. Donc j'appelle au ministère de l'Intérieur. Et là je tombe au standard sur un garçon très sympathique qui devait être l'agent de permanence. Je lui dis bonjour, c'est Bruno Le Maire au téléphone, je voudrais parler au ministre de l'Intérieur. Il dit écoutez monsieur, je sais pas qui vous êtes, on est dimanche 22h, donc c'est pas l'heure des blagues. Et il a raccroché. C'est énorme. C'est énorme. Vous savez ce que ça me rappelle ? Ça me rappelle une anecdote que racontait Régine, quand Thierry Leluron appelle, quand Valéry Giscard d'Estaing appelle chez Régine pour dire, je sais plus quoi, je crois que c'était une histoire de vœux où il voulait parler à Régine. Et le Standard répond, donc la standardiste de Régine, la boîte de nuit à Paris, pour ceux qui... Voilà. Et elle dit, écoutez, c'est très drôle, vous imitez très bien le président Giscard d'Estaing, bonne nuit, au revoir. Voilà. Et puis en fait, il s'y est repris à 3 fois, et finalement, la standardiste passe le téléphone à Régine, et Régine dit, ah mais c'est vous. Et donc c'est elle qui le reconnaît. Non mais c'est... Vous voyez, on en est là, quoi. Non, on en est là. Retailleau n'a pas été très sérieux, je trouve. Non mais après, attends, c'est Bruno Le Maire qui le raconte. Moi, je mets ni en cause Bruno Le Maire, ni Bruno Retailleau. On les connaît tous les deux suffisamment, très bien. Quand je dis tous les deux, c'est nous tous dans ce studio, nous les connaissons tous les deux parce qu'ils viennent d'Europe 1 quand même. Bruno Le Maire quand il était ministre, Bruno Retailleau il était encore là ce matin avec Sonia. Mais c'est pas le genre. Non, mais là, on sait pas qui a raison. Qu'est-ce que vous pensez quoi vous ? Enfin, on est en train de parler de conneries quand même. Non, mais c'est on est sérieusement là. C'est anecdotique, mais en même temps. Europe 1 Soir, c'est une émission sérieuse, mais non, là, on est complètement dans le canular. C'est étonnant. Enfin, c'est amusant de commenter un truc pareil parce que le fait que des gens de ce niveau qui ont exercé de telles fonctions se livrent à ça, il y a quelque chose d'assez pitoyable. Alors après, le pourquoi ça s'est passé, je ne sais pas si on le saura un jour. On peut imaginer, c'est ce que j'entendais hier soir dans la bouche d'un analyste politique, disant finalement, on peut imaginer que Bruno Retailleau, qui a peut-être forcé le fait qu'il restait au gouvernement avec sa petite équipe, quand on a vu le casting et puis surtout le nom de Bruno Le Maire, c'était trop, quoi. Parce que ça fait vraiment le dernier carré présidentiel sur les fonctions stratégiques régaliennes qui sont essentielles pour le président pour ne toucher à rien. Les armées, Bercy, les affaires étrangères et Matignon. Là, c'est le cœur du cœur des derniers, si je puis dire, des grognards. C'est ça le fond de l'affaire. Voilà. Et donc, en fait, là, c'était trop. C'était trop parce que j'imagine qu'entre 20h42 où on a annoncé, ou 19h42 on a annoncé le gouvernement, et puis l'heure qui est suivie, ça a dû exploser au niveau de la messagerie et du téléphone de Bruno Retailleau pour dire, ça va, quoi, on va tout perdre. Vous êtes trop macronien, trop macroniste. Absolument. Vous pouvez plus continuer comme ça. Je pense que l'explication politique, elle est là. Mais et il a rebobiné. Donc, il n'a pas été très stratège sur ce coup-là. Tu as raison. L'explication politique, c'est que le gouvernement, et notamment Sébastien Lecornu en tête, était beaucoup trop, entre guillemets, vendu à Macron. C'était le gouvernement de Macron. Et c'était la politique de Macron qu'allait se mettre en place. La meilleure preuve, entre guillemets, c'est que lorsqu'on parle du ministère des Armées, Sébastien Lecornu refuse de dire à Retailleau, ça sera Mesmer. Mesmer. Bruno Le Maire, pardon. Je confonds les ministres. Je confonds les ministres des Armées. Enfin bon, quand même. Oui, mais c'est pas si vieux. Enfin, quand même, si un peu. Bruno Le Maire, bref. Et ce qui a pas bien peut-être... Chaban-Delmas, Bruno Le Maire, Antoine Pinet. Ce qui a pas bien convenu à Bruno, c'est qu'il s'est pas rendu compte à quel point il avait incarné le milliard ou le milliard et quelques de déficit du gouvernement.
quand on compte de loin, hein, et que c'était plutôt le président qui portait le chapeau d'un tel déficit, et il n'a pas vu que c'était devenu un personnage que les Français considéraient comme responsable de ce déficit. Bon. C'est juste ou c'est injuste, mais c'est ainsi. Écoutez, cela dit, Retailleau a quand même eu tort de se comporter comme il s'est comporté, à mon avis. Vous savez, ça me fatigue. Donc on va arrêter de parler de ça. Donc je pense que ça fatigue les Français aussi. On va attendre quelle est la suite. Résumé juste des épisodes précédents. Le président a reçu les 2 présidents de chambre. Bon, là les préfets ont Info Europe 1 ordre de se préparer pour 16 et 23 novembre à toute éventualité. Bon, moi j'ai une information qui me vient à l'instant de mes propres sources qui me dit qu'il y a visiblement peut-être une prise de parole demain du président de la République. Bon, voilà. Arrêtons là pour aujourd'hui. Il y aura la matinale demain sur Europe 1 pour vous informer. Il y aura sans doute d'autres informations.